Bon, si je faisais ce que j'ai envie de faire, je ne dirais rien de ce que j'ai préparé, mais j'essaierai de répondre aux questions posées à la fin, mais je ne vais pas le faire. Deux choses qui sont une entrée un petit peu différente dans les questions, hein. Premièrement, discuter un petit peu du titre Savoir, pratique, transmission et voir comment ça s'articule. Et puis deuxièmement, essayer d'évoquer une certaine manière de définir ce que ça peut être que les savoirs agroécologiques en jouant sur une comparaison et si j'ai le temps de le faire dans mes 15 à 20 minutes qui me sont proposées. Une chose, alors juste un rappel, hein, moi je travaille dans un courant qui s'appelle la didactique professionnelle, qui veut dire au fond qu'on s'intéresse à essayer de comprendre comment les gens apprennent dans le travail et par le travail, et comment les gens apprennent dans la formation et par la formation. Voilà, et on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'analyse du travail, c'est-à-dire aller travailler avec des personnes, à la fois les observer, discuter, les faire faire des choses ou leur faire dire des choses à propos de leur activité de travail dans un but d'optimisation des apprentissages et de la formation. Alors une fois que j'ai dit ça, j'insiste sur une chose par rapport au titre que je voudrais rappeler un peu, c'est que les pratiques sont premières. C'est jamais les savoirs qui sont premiers pour nous. Et c'est souvent assez ruineux. J'ai souvent observé des gens qui essayent de fabriquer des référentiels, par exemple, et ils ne se posent pas tellement la question des situations et des pratiques. Ils essayent tout de suite d'entrer par les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les compétences, les capacités, les machins. Généralement, ils y mettent 10 jours, ils ne sont pas contents à la fin. Parce qu'ils oublient qu'au fond, ce qui nous intéresse d'abord, c'est les pratiques. Soit les pratiques futures, des gens qui sont engagés dans un apprentissage ou une formation, quand ils seront en situation, qu'est-ce qu'ils auront à faire et comment ils peuvent construire des pratiques optimales. Et puis, les pratiques d'aujourd'hui, qui sont aussi notre référence pour la formation, c'est qu'est-ce que font les gens, avec quelles situations, quelles conditions, quels buts, quelles prescriptions ils sont aux prises, comment ils s'en débrouillent, comment certains inventent des manières de faire qui sont efficaces, comment éventuellement ils utilisent des savoirs scientifiques, des savoirs techniques, des procédures pour réussir à atteindre les buts qui leur sont fixés. Et de tous ces deux points de vue que j'énonce très très rapidement, ça nous amène non pas à mettre les savoirs en premier, mais à considérer que les pratiques sont premières. Deuxièmement, une chose très, très importante, à mon avis aussi, en matière de connaissance du travail, de connaissance des pratiques, mais aussi une question très importante pour la transmission, c'est que les savoirs, au fond, les savoirs circulent. Ce qui m'a beaucoup frappé quand on analyse le travail ou qu'on va regarder les gens au travail, c'est que les savoirs scientifiques, les savoirs techniques, les savoirs formalisés, même les procédures et les modes opératoires, ils circulent dans les milieux de travail. Ils sont présents dans les documents que les gens utilisent, dans les instruments sémiotiques, les plans, les fiches, les schémas. Il y a du concept là-dedans, dans les modes opératoires et les procédures. Il y a de la connaissance qui est incorporée dans ces documents. Et même dans les instruments techniques, les instruments de mesure, de contrôle, les machines, quelles qu'elles soient, plus ou moins sophistiquées, dedans, il y a de la connaissance, il y a des concepts, il y a des manières de faire qui sont présentes, et tout ça peuple le monde du travail, et évidemment, il y a quelque chose qui se transmet, il y a de la transmission, il y a de l'apprentissage, et quand je le dis comme ça, je le dis de façon volontaire et parfaitement lucide. Quand je dis il y a de la transmission ou il y a de l'apprentissage, ça veut dire que de l'apprentissage se fait, de la transmission se fait, sans que pour autant il y ait un acteur à un moment donné qui soit celui qui transmet et l'autre qui recevrait quelque chose. Donc ça se transmet par la participation, l'action, mais aussi tous ces savoirs, soit présents et explicites, soit des savoirs incorporés dans les instruments. Alors je ne donne pas d'exemple parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Deuxième chose importante, au fond, c'est quand même pas des savoirs qui sont en jeu. C'est de l'action. Qu'est-ce qu'il y a dans les situations professionnelles? C'est de l'action. Si on prend tout simplement avec quoi on est aux prises quand on est au travail? On est aux prises avec des situations. Et quand on parle de quoi au travail? On parle des situations. On parle des variables et des facteurs importants sur lesquels on agit. On parle des buts qu'on nous impose, des buts qu'on vise, des buts qu'on ajuste, des buts qu'on n'a pas réussi à atteindre et pour telle ou telle raison. On parle des conditions de l'action.
conditions faciles, conditions matérielles, conditions techniques, conditions instrumentales, conditions organisationnelles. On parle des problèmes de risque, on parle des ennuis, des emmerdements, des aléas qui nous sont arrivés. On échange sur des scénarios possibles, on formule ce qui est possible ou pas possible, on s'en plaint ou on en est content. On raisonne avec les autres, on raisonne devant les autres. Quand on est débutant, quand on est élève en stage, on entend des fois le professionnel raisonner, quand les conditions sont bonnes. On entend parler de quoi? On entend parler de concepts, de connaissances, de lois. Une vieille histoire sur laquelle on avait beaucoup écrit avec ma collègue Joël Basile. Quand on travaille sur la traite des vaches laitières, les agriculteurs, ils parlent des microbes. Au quotidien, les microbes sont présents, pas seulement en tant que bestioles, si on peut dire les choses comme ça, mais ils sont présents dans les discours en tant que concepts qui se développent, qui sont plus ou moins construits, mais c'est tout à fait présent et disponible dans les milieux. On peut voir et regarder, jeter un coup d'œil sur des pratiques, c'est-à-dire de l'action du corps, des postures du corps, des gestes qui se succèdent, des surprises et parfois des coups que les gens prennent au moment du travail. D'une certaine façon, tout ça, c'est presque à disposition dans les milieux de travail. C'est presque à disposition pour celui qui observe ou celui qui observe d'un point de vue externe, comme on peut le faire parfois en recherche, mais c'est aussi à disposition des gens qui travaillent entre eux, des gens qui travaillent avec d'autres ou en présence d'autres. Alors, chacun en prend plus ou moins, et selon les conditions, tout ça est plus ou moins prenable et transmettable, mais en tous les cas, d'une certaine façon, c'est présent. Il y a autre chose qui se transmet, c'est des valuations, comme dit John Dewey. Ce qu'on pourrait appeler des évaluations à notre manière, mais le terme de valuation est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, au fond, les gens, ils attribuent des valeurs aux choses en permanence. Par exemple, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est foutu, c'est fatigant, c'est beau, il faudrait que, c'est difficile, c'est pas possible. J'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Il y en a énormément de valuations qui sont prononcées comme ça au cours de la journée sur l'action, les événements, les processus qui arrivent. Hein. Il y a d'autres choses qui sont des valuations relatives à notre ressenti de la situation. C'est pénible, c'est agréable, c'est dégoûtant. Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens mal, j'espère que, j'attends que, je m'attends à ce que. Toutes ces choses-là, à nouveau, elles circulent dans le monde professionnel et elles définissent un certain nombre de choses par rapport aux objets, aux situations du monde, qui sont la façon dont finalement nous apprenons à produire des évaluations, c'est-à-dire estimer des valeurs des choses, soit des valeurs techniques, soit des valeurs émotionnelles, ou d'autres valeurs encore de façon différente. Tout ça, ça signifie que dans les situations de travail, sauf cas très particuliers que j'appelle des cas de situation potentielle de faible développement ou de faible apprentissage, les situations, les objets, les événements, les phénomènes sont désignés, ils sont raisonnés, ils sont valués et ils sont agis. Et d'une certaine manière, tout ça, ça constitue les savoirs, mais ce ne sont pas des savoirs qui sont a priori extraits de l'action humaine, c'est d'abord de l'action, des mots sur l'action, des mots à propos de l'action, des mots pour agir, des façons de se positionner, des façons de réagir à, et donc de produire à la fois des évaluations, des désignations et des choses comme ça. C'est pour ça, d'une certaine façon, que nous apprenons par la participation au monde. C'est parce qu'il y a tout ça qui peut être présent, plus ou moins disponible, que d'une certaine façon, nous apprenons par la participation au monde, et comme on le disait, d'une certaine façon, implicitement. Ce qui pose un problème, c'est que les apprentissages implicites, ou que les apprentissages qui se font de manière non systématique et non organisée, ils peuvent parfois être d'une immense valeur et produire des apprentissages extrêmement forts, ou parfois avoir leurs propres défauts, d'être partiels, très liés au local, parfois ne permettant pas une prise de conscience, un développement, des acquisitions un petit peu solides. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, que l'humanité a inventé l'école et des apprentissages systématiques en dehors de l'école. C'est pour compléter, systématiser, organiser de manière consciente et volontaire, diriger les processus d'apprentissage qui ne se font pas toujours spontanément, de manière systématique et, je dirais, un petit peu pleinement opérationnelle, si on pouvait dire les choses comme ça. Donc ça me paraît, bon, c'est une proposition que je fais, mais il me semble que raisonner de cette manière nous permet de traiter la question de l'action et de traiter la question à la fois des apprentissages, des savoirs et des questions de conditions d'apprentissage et de transmission.
Je regarde rapidement les choses. Hein. Donc la question qui se pose fondamentalement en termes d'apprentissage, d'enseignement, de formation, de transmission, d'accompagnement, hein, qui sont des manières un petit peu différentes de désigner des conditions pour amener des gens à apprendre quelque chose, hein. Elle est la suivante. Hein. Comment construire des conditions qui ont un fort potentiel d'apprentissage pour nous, et je crois que c'est un des objets du colloque, comment s'inspirer des modes spontanés d'apprentissage qui se font dans les milieux de travail, mais on pourrait parler aussi des milieux sociaux, hein. Comment on peut s'inspirer de ce qui se produit. Par exemple, comment se fait-il que dans certains milieux professionnels, et la VAE, par exemple, nous a appris beaucoup de choses là-dessus, il y ait des gens qui ont un fort développement cognitif dans les situations de travail, bien qu'il n'y ait personne, à un moment donné, qui n'ait décrété l'idée de former, de transmettre ou de développer des compétences. Donc, on a tout intérêt à s'inspirer de comment ça se passe pour voir comment on peut proposer des situations de cette nature aux gens qui apprennent, comment on peut aussi se servir d'un certain nombre d'observations comme celles que je faisais tout à l'heure. Par exemple, le fait qu'en permanence, dans les situations de vie, on mène une activité évaluative, et je vous en ai donné quelques exemples très rapidement. Curieusement, ces activités évaluatives dans les situations de, travail, de formation sont très peu présentes et elles sont complètement court-circuitées par des activités évaluatives et souvent des activités évaluatives assez nocives, en tous les cas on le sait pour les élèves en difficulté, qui en même temps occultent les véritables activités évaluatives qui consistent à attribuer des valeurs à un moment donné aux choses, aux événements, aux objets, valeurs objectives ou valeurs subjectives comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, je fais un saut maintenant dans l'exposé pour à peu près rester dans les temps. Deux ou trois, un petit peu plus. Je me suis dit, au fond, les savoirs agroécologiques, est-ce qu'ils sont spécifiques? Est-ce qu'ils existent? Qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Est-ce qu'ils sont extraterrestres, totalement nouveaux? Ou si finalement c'est un peu de même nature que les autres savoirs, c'est-à-dire les autres formes d'action, d'une certaine façon, hein, pour que je sois cohérent avec ce que j'ai dit auparavant. Alors, dans la question des savoirs agroécologiques, il y en a une première qu'on pourrait auquel on peut rapidement répondre, à mon avis. Hein. Si on considère tout simplement qu'on distingue agro et écologique, et que si on caricature l'agriculture conventionnelle, au bout du compte, a essayé d'écarter, de neutraliser ou d'éliminer les processus du vivant, on peut considérer que si on réintroduit tout simplement les processus du vivant, il va falloir connaître un peu ces processus, être capable de les identifier, de les connaître, de les découvrir, de se les approprier en tant que savoir utile pour l'action et de construire ou de rattacher des actions avec les connaissances que l'on a sur une part plus grande du monde, puisque globalement, il me semble que l'agroécologie désigne le fait qu'au lieu de s'intéresser, comme on dit, à la parcelle, au périmètre d'une tâche qui ne concerne que la production, on va être obligé de s'intéresser par exemple aux conséquences de son action, ou on va s'intéresser au sol en tant que milieu vivant, ou on va s'intéresser à un certain nombre de choses qu'on avait mis sous neutralisation dans une agriculture plus chimique ou plus agrochimique ou je ne sais quoi selon les qualificatifs qu'on a là-dessus. Dans ce sens-là, effectivement, il y a des savoirs nouveaux ou des connaissances nouvelles à construire et à acquérir, qui sont tous les phénomènes, les événements, les processus qui interviennent sur des aspects qu'on n'a pas traités jusque-là. Alors, si on aborde les choses de manière un petit peu différente, on peut un peu distinguer là je caricature hein, pour l'exposer, deux extrêmes, mais en réalité c'est un continuum. Alors, d'un côté, c'est quoi le travail et ce sont quoi les grands éléments qui caractérisent une agriculture dite conventionnelle? C'est la standardisation contre la diversification. Alors, c'est des mots qui reviennent. Je vais vous raconter des choses évidentes à certains moments, d'autres peut-être moins évidentes. C'est l'homogénéité des pratiques contre la singularité des pratiques. Mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être un fond d'invariant, malgré la singularité, ce qu'il ne faut pas oublier. Hein. Il y a des logiques, par exemple, de problème-solution. Il y a un problème, on a déjà la solution. D'ailleurs, même souvent, on a la solution avant de voir apparaître le problème. Ce qui est inverse avec la démarche agroécologique où un problème apparaît, on a une enquête à conduire. Pour les psychologues, dont je suis un peu, c'est la conduite de détour.
On est obligé d'avoir une conduite de détour pour résoudre un problème. On ne le résout pas, en général, par un truc, on a la solution. C'est rarement comme ça dans la perspective agroécologique. À chaque fois que j'énonce quelque chose de cet ordre, on voit bien les conséquences sur la transmission, l'appropriation, l'acquisition ou l'enseignement, puisqu'on a des différences assez importantes. D'une certaine façon, dans l'agriculture conventionnelle, la part d'expérimentation, elle est prise en charge par la science. C'est-à-dire la science a expérimenté et elle a construit une certaine validité des choses et elle décrit maintenant le comment faire. Alors que si on est dans une situation agroécologique au sens où on doit inventer ou ajuster des pratiques locales, l'expérimentation, elle se poursuit ou elle se fait en situation de travail. Ce qui nous oblige en tant qu'enseignants à travailler sur l'expérimentation avec les élèves. Le but est fixé et les moyens sont ajustés dans l'agriculture conventionnelle. Le but est fixé en partie dans une autre agriculture et il va s'ajuster aux conditions et à l'évolution de l'expérimentation. D'une certaine façon, les buts peuvent être réévalués. Alors évidemment, dans l'agriculture conventionnelle aussi, ils sont réévalués, mais ce n'est pas du tout comme ça que c'est présenté. Ce n'est pas du tout présenté en termes de buts à réévaluer, on a des buts et on a les moyens pour le faire, quelles que soient les conséquences. Dans l'agriculture conventionnelle, il y a une réduction des risques. Point important pour nous, ergonomes aussi, c'est qu'il y a une réduction des craintes. Il y a une réduction de stress par l'idée, donc une représentation d'une certaine façon, de la puissance et de l'efficacité des moyens utilisés. Or, quand on est dans une approche agroécologique, on sait qu'on va vivre avec les risques et l'incertitude. Les autres aussi, ils le savent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils utilisent ne pas dire les facilités, ce serait trop critique vis-à-vis des gens, mais quelque chose de plus facile quand même qui est, on va utiliser les moyens massifs pour réduire l'incertitude, réduire le risque, réduire les craintes. Et donc, il y en a une prévention d'un autre type dans une approche agroécologique et qui amène un accroissement de l'expérimentation et surtout un accroissement du contrôle et de la surveillance et des ajustements en cours d'action. Ce qui, par exemple, truc tout bête, si on est dans la logique de l'agriculture conventionnelle, s'il y a un moyen pour une fin, un moyen pour un but, c'est qu'au finalement, on n'a besoin de connaître qu'une manière de faire, la bonne. Alors, ce n'est pas si simple, évidemment, il y a des ajustements de la bonne manière de faire. Mais on a tout intérêt, dans une perspective agroécologique, à multiplier le répertoire de manières d'atteindre un même but, notamment par des moyens détournés, et plusieurs moyens détournés, pas seulement par le moyen direct. On voit à nouveau les conséquences que ça a sur l'apprentissage et l'enseignement, si on va jusqu'au bout des choses. Il y a une vision d'élimination et de neutralisation des phénomènes, alors que dans l'approche agroécologique, on a une vision d'agir avec et d'utiliser les phénomènes, d'utiliser les caractères du vivant, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, je vais pas tous les faire parce que je vais entrer trop dans les détails. Juste peut-être encore deux ou trois autres choses. Dans une agriculture conventionnelle, mais comme dans toute situation de travail, on rêve de pérenniser les pratiques. C'est-à-dire l'idée qu'on trouve une solution satisfaisante et suffisamment bonne, et une fois qu'on l'a, on n'est plus tranquille. Nous cherchons tous à faire ça dans nos activités de travail, c'est-à-dire à construire des habitudes. Or, on risque de se trouver dans une situation où l'habitude sera, d'une certaine manière, de travailler à des ajustements des habitudes, ce qui n'est pas tout à fait la même situation. Il y a plus de variations, plus de remises en question, plus d'ajustements à faire, parce que finalement, les processus étant ce qu'ils sont, les situations ne reviennent pas à l'identique d'une année à l'autre. Si on prend le cycle agricole, généralement, l'année est une des unités possibles. Et ça implique à nouveau des modes de connaissance et de compréhension des choses assez différentes. Alors, on a des classiques, réduction des variables à contrôler d'un côté, des espèces ou des variétés à connaître, des pratiques à s'approprier, alors que d'un autre côté, on a un plus grand nombre de variables, donc il faut les connaître, être capable de les identifier, être capable de les manipuler, c'est ça la conceptualisation, trouver des solutions à partir des lois qui concernent ces variables, ces phénomènes, probablement multiplier la connaissance des espèces et des variétés, puisque justement, en rotation, en complément, en lutte intégrée, etc., il faut connaître toutes ces choses-là. Et des répertoires d'actions alternatives, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas qu'une seule manière de faire, mais des chemins différents pour arriver à des buts. Dernier point, peut-être, pour ne pas fatiguer la salle.
Il y a des ruptures de relations au monde. Hein, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Aurélie ou d'autres. Notamment pour rester dans des histoires un peu objectives, hein, il y a des ruptures de relations spatiales. L'espace agroécologique, il est plus large. Il s'étend à tout un ensemble, à tous ceux qui sont concernés par les conséquences de notre action, mais d'une certaine manière, entre dans les limites de propriété de l'agriculteur ou du producteur toute la société, c'est-à-dire tous ceux qui ont leur mot à dire sur ce qui se passe dans l'espace de production agricole. Donc on a bien une expansion de la représentation vers les autres, mais aussi une arrivée des autres dans son milieu, ce que détestent un certain nombre de gens, puisqu'il y a le principe fameux qui est « on est maître chez soi, et je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs ». Et également, hein, une autre idée qui est une rupture fondamentale, hein, c'est que les autres êtres vivants, les hommes, les plantes et les bêtes, ne sont pas tellement pris en compte dans un premier cas. Or là, d'un seul coup, les autres êtres vivants entrent dans l'espace de travail et de préoccupation, et d'un seul coup, il est densément beaucoup plus peuplé. Alors, je m'amuse un peu à le dire comme ça, mais pour un agriculteur conventionnel qui éliminerait les autres êtres vivants de ses préoccupations, d'un seul coup, les autres vivants font partie des préoccupations. Et ça démultiplie la densité de l'espace avec lequel il résonne. Évidemment, c'est un espace imaginaire d'une certaine manière, mais c'est un espace réel en même temps. Tout ça, ça suppose une opération fondamentale que Piaget, psychologue et épistémologue de l'enfance, avait montrée, c'est la décentration. C'est-à-dire, je ne peux plus être centré uniquement sur moi-même, mais je dois pouvoir construire un point de vue de ce que je fais, de ce que je suis, des objets et des phénomènes sur lesquels je travaille, qui sont les points de vue des autres, les perspectives que les autres ont sur ce que je fais. Et c'est une opération, la décentration, que contrairement à Piaget, nous devons construire tout au long de notre vie, et non pas construire et avoir construit jusqu'au bout à partir de 10 ans. Un dernier point, si j'avais une dernière chose, et puis j'arrête, c'est... deux petits points, excusez-moi. Non, c'est classique, mais vous l'avez entendu. Hein. Il y a des conceptions qui sont redoutables, que nous avons depuis tout petit, et qui sont partagées par des bords politiques extrêmement différents. Par exemple, l'homme transforme et domine la nature, qu'on retrouve à la fois chez les ultralibéraux et chez les marxistes les plus convaincus. L'homme est au centre du monde. Ce qui est tout à fait différent d'une autre position qui est l'équivalent de la révolution copernicienne en sciences, hein, où on est une partie prenante d'un ensemble, un élément d'un tout, et on n'agit pas sur, mais on agit avec. Et ces petits mots-là et ces manières de dire les choses correspondent à des montagnes quand il s'agit de passer d'une conception à une autre. D'autant plus que les systèmes institutionnels, organisationnels et matériels sont fondés plutôt sur la première logique et non pas sur la deuxième. Ce qui fait qu'on a affaire, comme le dit Jean-Marc Ménard, à des blocages et des verrous sociotechniques absolument considérables. Dernier point, il y a des transformations au niveau du temps hein, qui sont également considérables. Ce n'est pas le court terme de l'année, hein, où on remet tout à zéro pour l'année suivante, mais c'est des moyens du long terme, ce qui oblige à anticiper, ce qui suppose avoir construit ce qu'on appelle, nous, des invariants hein, opératoires, ou des concepts, des connaissances, pour se représenter les phénomènes à long terme, pour construire des scénarios à long terme, imaginer et se référer à des processus qui se construisent et qui se développent. Voilà, ça a évidemment beaucoup de conséquences sur les modes d'apprentissage, mais le temps étant terminé, je n'en parlerai pas. Voilà. Mais j'en ai évoqué quelques-uns et je crois que ça peut être aussi l'objet des discussions hein, qu'on pourrait avoir sur ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention.